Bonjour tout le monde, bienvenue à cette webconférence. Je me présente, je suis Amélie Normand, directrice de l'Association forestière du Sud du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette webconférence intitulée Votre boisé face aux ravageurs et espèces exotiques envahissantes. Quoi faire? Ce soir, on a la chance d'accueillir deux personnes qui vont venir nous faire des belles conférences. Avant de vous les présenter, j'avais quelques petites choses que je voulais vous mentionner. Premièrement, l'événement là, est rendu possible grâce au financement du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Sans plus tarder, mais je vais vous présenter notre première conférencière, Gabrielle Préfontaine-Dastou, qui est biologiste à l'agence biologiste et coordonnatrice des projets multiressources à l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches. Bienvenue, Gabrielle. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une conférence en fait sur les espèces floristiques exotiques envahissantes. Vous devriez voir mon écran apparaître sous peu. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Je sais que on est souvent très occupés là en soirée, mais merci de prendre le temps là, de venir vous renseigner sur les espèces floristiques exotiques envahissantes en contexte acéricole et forestier. Comme Amélie l'a mentionné, moi je suis biologiste de formation. J'ai également fait une maîtrise en sciences forestières à l'Université Laval. Et puis, je suis maintenant coordonnatrice de projet multiressources à l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches. Donc, notre bureau est situé à Lac-Etchemin. On dessert là les territoires des MRC des Etchemins, de Bellechasse, Montmagny, d'Illet et de la ville de Lévis. Toutefois, si vous avez d'autres questions par rapport à d'autres régions, n'hésitez pas, là, je saurai vous diriger vers les bonnes ressources. Donc, mon expertise se situe au niveau de l'intégration des éléments sensibles et de la biodiversité, notamment les milieux humides, et je fais beaucoup de soutien technique et de transfert de connaissances. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, là, des espèces floristiques à surveiller dans nos boisés, notamment comment les reconnaître, les méthodes de contrôle qui sont connues et aussi d'autres informations et ressources. On va faire une courte période de questions là, à la fin de la présentation qui va durer une trentaine de minutes. Directement là, en partant, si les espèces exotiques envahissantes vous intéressent, il y a Claude Lavoie qui a publié 3 livres là, assez intéressants, merci, sur les espèces notamment floristiques, donc 50 espèces, 50 plantes envahissantes et 40 autres plantes envahissantes. Et puis son nouveau livre, là, Les animaux envahissants, qu'on a bien hâte de découvrir. Le ministère de l'Environnement, la lutte au changement climatique, la faune et des parcs reconnaît 18 espèces exotiques envahissantes prioritaires pour le sud du Québec. Je vais vous parler aujourd'hui notamment des nerfs bruns, bourdaines et cathartiques, qui sont des espèces floristiques arbustives, principalement à surveiller pour vos boisés, mais également de la renouée du Japon et de ses sosies, la renouée de Sakhaline et la renouée de Bohème, ainsi que du roseau commun. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? C'est une espèce qui peut être végétale, animale ou même un micro-organisme qui est introduit en dehors de son aire de répartition naturelle et qui va venir coloniser de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme tellement rapide qu'il va former des populations dominantes. Son établissement et sa propagation vont constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Ce ne sont pas toutes les espèces introduites là, qui vont se rendre à devenir des espèces exotiques envahissantes. On peut penser notamment à toutes les espèces qu'on va planter dans nos jardins qui viennent d'ailleurs, mais ces espèces-là ne deviennent pas nécessairement naturalisées. C'est-à-dire qu'elles ne survivent pas et ne sont pas capables de se reproduire sans assistance dans l'environnement la plupart du temps. Donc, une espèce introduite peut devenir naturalisée quand elle réussit à s'échapper d'une certaine manière là, des endroits où on l'avait introduite.
Ensuite, ces espèces-là peuvent devenir envahissantes lorsqu'ils vont coloniser rapidement des nouveaux sites et vont produire des populations qui sont dites dominantes. Donc, ils vont venir vraiment prendre toute la place. Et finalement, mais le caractère nuisible est quand même important. Donc, il doit y avoir une atteinte, là, soit à la biodiversité ou à la santé ou au secteur agricole, horticole, forestier, récréatif, etc. Donc, c'est important, là, ici, de comprendre qu'il peut toujours avoir une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire qu'une plante peut être naturalisée, puis finalement, il peut y avoir un pathogène qui la trouve, ou un nouvel insecte, ou une nouvelle maladie, ou des maladies qui étaient déjà présentes. Puis là, en fait, là, et ça va le contrôler la naturalisation. Donc, c'est pas c'est pour ça qu'il y a des flèches qui retournent par en arrière. C'est pas quelque chose qui est déterminé à avancer dans le temps. Au niveau des nerfs bruns envahissants, quand on parle des nerfs bruns envahissants pour le sud du Québec, on parle notamment des nerfs bruns bourdaines et du nerf brun cathartique. Ces deux espèces-là sont des espèces arbustives que vous voyez ici. Donc, le nerf brun bourdaine à gauche et le nerf brun cathartique à droite. Il faut pas mélanger ces espèces-là avec le nerf brun à feuilles d'aunes, qui est un autre nerf brun, mais celui-ci est indigène. En fait, il fait même pas partie de la même famille là, que les deux nerfs bruns envahissants que je vais vous présenter. Au niveau de l'histoire de l'envahissement par les nerfs bruns bourdaines et cathartiques, ce sont des plantes qui sont originaires d'Europe et d'Asie. Et puis, ils ont fait leur apparition sur le continent. Ils ont été introduits sur le continent à la fin des années 1800 pour le nerf brun cathartique. Pardon, au début des années 1800 pour le nerf brun cathartique et à la fin des années 1800 pour le nerf brun bourdaine. Ah, il a fallu attendre jusqu'en 1930 notamment pour que ces espèces-là soient rapportées dans les ouvrages de botanique, donc qu'on ait une espèce de naturalisation de ces plantes-là. Puis on a découvert leur caractère envahissant, particulièrement en Estrie, quand on a réalisé des entretiens mécaniques dans une plantation. Sur ce site-là, une chose qui est intéressante, c'est que l'entretien qui était réalisé par phytocide chimique à cette époque-là avait été proscrit en raison d'une source d'approvisionnement en eau, là, donc la présence d'un puits. Et on a constaté malheureusement les impacts néfastes des nerfs bruns envahissants au début des années 2000, notamment au niveau de la productivité des peuplements forestiers. Pour vous donner une idée rapidement, ce à quoi peut ressembler ces deux espèces-là, le nerf brun bourdaine et cathartique sont à droite de l'écran et on peut les comparer visuellement au cerisier de Virginie, le cerisier à grappes, à la mélanchier ou au némopanthe mucroné. En fait, c'est une des choses qui fait en sorte que les nerfs bruns sont vraiment préoccupants sur le territoire, c'est qu'ils passent facilement inaperçus parce qu'ils se confondent à travers là, nos espèces indigènes. Donc, ça prend vraiment là, un examen attentif, notamment des fleurs, des fruits, pour être capable de les identifier. Je veux focuser votre attention ici là, sur la distribution, mais aussi la coloration des fruits là, qui pourra être intéressante pour distinguer les différentes espèces. Au niveau des critères d'identification du nerf brun bourdaine, les feuilles sont alternes, non dentées, plus larges dans le tiers supérieur de la feuille et possèdent 6 à 10 nervures bien définies de chaque côté de la nervure centrale. Les fleurs sont petites, discrètes, avec 5 pétales, puis il va y avoir une floraison continue pendant l'été, donc de juin à septembre. Les fruits sont d'abord blancs, puis rouges et noirs à maturité. Donc, comme je viens de dire, la floraison elle continue pendant l'été. Donc, il y a des fruits qui vont maturer à plusieurs moments dans l'été également. Donc, ça va être possible de retrouver à la fois des fleurs, des fruits immatures et des fruits matures sur un même plant.
Puis ça, c'est un critère d'identification qui est quand même très important. L'écorce des nouvelles pousses a des lenticelles, des petites lignes blanches là, bien définies sur son écorce. Et puis le bois de cœur est orangé, rougeâtre, là, comme on voit sur la photo. Puis ça aussi, là, ça peut nous aider à identifier l'arbre, particulièrement en hiver. Donc, je voulais vous remontrer des photos, notamment des fleurs, pour vous montrer comment elles sont discrètes, situées à l'aisselle des feuilles, et puis le critère d'identification des fruits à différents stades de maturité. Une autre chose qui est vraiment importante avec les nerfs bruns, c'est en fait qu'ils vont garder leurs feuilles très tardivement à l'automne. Donc, à gauche de l'écran, vous voyez à la fin octobre et à la fin novembre des individus, des plants qui ont encore des feuilles et même des feuilles vertes à la fin novembre. Donc ça va être vraiment intéressant si vous vous promenez dans votre boisé à la fin de l'automne pour la chasse particulièrement, d'essayer de remarquer ces plants-là et si vous en voyez, d'essayer de les identifier. Pour le nerf brun cathartique, on a les feuilles qui sont ovales, alternes mais presque opposées. Puis elles n'auront pas la marge franche comme le nerf brun bourdaine, mais plutôt dentée et encore une fois plus large dans le tiers supérieur de la feuille. Les nervures, à la place d'aller rejoindre la marge de la feuille, vont être fortement recourbées vers la pointe. Les fleurs sont petites et vert blanchâtre ou jaunâtre, composées de 4 pétales, mais en grappe. Puis là, c'est un autre critère qui est vraiment important pour identifier l'espèce, c'est il va avoir des individus mâles et des individus femelles. C'est-à-dire qu'il y a seulement les plants femelles là, qui vont porter les fleurs qui vont devenir des fruits. Au niveau des fruits, ils vont se présenter en grappes denses à l'aisselle des feuilles à la fin de l'été. Puis ils vont maturer là, tout en même temps d'un seul coup et produire des fruits là, qui sont foncés comme on voit à l'écran. Donc, le bois de cœur, contrairement au nerf brun bourdaine qui était vraiment orangé, est beaucoup plus foncé là, chez le nerf brun cathartique. Et puis, on va avoir la présence d'une petite épine terminale là, sur certains rameaux. Ici, pour vous montrer un peu plus, d'un peu plus près certains critères d'identification. En haut à gauche, on voit la marge dentelée et puis les nervures qui vont rejoindre l'apex de la feuille, donc le bout de la feuille. Les fleurs qui sont jaunâtres verdâtres en haut à droite, vraiment situées à l'aisselle des feuilles. En grappe, on voit bien les grappes de fruits sur le plan femelle en bas à gauche, et puis l'aspect général d'un plant porteur de fruits. En fait, qu'est-ce qui fait le succès d'envahissement des nerfs bruns? C'est vraiment cette capacité-là à venir faire une quantité phénoménale de fruits. On peut compter jusqu'à 1500 graines par plant, particulièrement pour les plants qui sont situés en conditions de lumière. Donc, les plants qui sont bien exposés au soleil, à la lumière, vont produire beaucoup de fruits. Et puis, ces graines-là vont avoir un taux de germination qui est quand même très élevé, là, donc évalué autour de 85% dans les littératures, évidemment en conditions de laboratoire. Mais même en conditions naturelles, là, cette capacité-là de produire un grand nombre de graines, donc un grand nombre de fruits, et puis d'avoir un taux de germination très élevé, explique là, notamment pourquoi les nerfs bruns sont si envahissants. Ensuite, mais les semences sont viables dans le sol pendant plusieurs années. On peut rapporter 3 à 6 ans pour la viabilité des graines dans le sol. Évidemment, il y a davantage de graines là, qui vont survivre là, les 2 premières années après que les fruits aient tombé au sol. Donc, ça va former des colonies qui sont très denses. On peut compter jusqu'à 170 plantules par mètre carré dans les sites très envahis. Puis là, je vais vous inviter
à garder ce chiffre-là en tête pour voir la prochaine diapositive. Je vous avais montré tout à l'heure la gamme de fruits qui étaient tombés au sol pour le nerf brun cathartique. Puis là, on va voir là, ces fruits-là qui ont réussi à germer puis à s'établir là, sur un sol forestier. Et les vecteurs de dissémination sont multiples, là. Il va y avoir de la dissémination par les oiseaux, les rongeurs, mais aussi les hommes, les, les roues de véhicules, etc. Donc, voici mon tapis là, de, de graines de nerf brun qui a réussi à germer au sol. Et puis, sur quel sol ces graines-là vont germer? En fait, les nerfs bruns vont tolérer une grande variété de pH, mais aussi de conditions d'humidité du sol, de conditions de lumière. Donc, ce sont des espèces là qui vont aimer les sites humides, mais aussi croître sur les sols secs, qui vont aimer les stations acides, mais aussi croître sur les sols plus basiques. Et ils vont vraiment proliférer en conditions de lumière, mais ils vont survivre en conditions d'ombre. Donc, on voit là qu'ils peuvent vraiment s'établir dans plusieurs types de peuplements, dans les friches, dans les zones où il y a eu des chablis, les zones où il y a eu de la récolte, les zones plus aménagées, en bordure des chemins, près des lisières boisées, dans les trouées naturelles, etc. Donc, ce sont vraiment là, c'est ce qui fait le gros succès d'envahissement là, des nerfs bruns. Pour vous montrer ici un début d'envahissement dans une érablière acéricole de nerf brun bourdaine, on voit que le nerf brun a réussi à rentrer là, avec la lumière qui était disponible en bordure du chemin, puis là, elle semble vouloir progresser là, vers le centre de l'érablière. À droite, on peut voir un arbre brun qui a quand même plusieurs mètres de hauteur directement sous des arbres, sous un beau couvert forestier dans une érablière acéricole. Puis en haut à gauche, directement là, dans des milieux humides boisés, sur des sols tourbeux, en bordure d'un plan d'eau. Donc vraiment, là, il va coloniser une variété de sites. Donc, je vous ai parlé de la stratégie de production de graines, comment il venait coloniser rapidement des nouveaux sites. Mais en fait, il ne va pas seulement se reproduire par graines, il y a aussi des stratégies qu'on appelle asexuées, donc il va produire des rejets de souches qui peuvent être nombreux et vigoureux. Donc ces rejets-là, ce sont des petites pousses qui vont pousser, qui vont s'installer directement sur le bord de la souche qui a été coupée. Et puis, les deux images là ici vous montrent après 9 jours un rejet qui peut avoir une dizaine de centimètres et puis après 4 mois là, qui a dépassé à hauteur d'homme. Donc, on voit que le débroussaillage est peut-être pas une méthode adaptée là, pour contrôler le nerf brun bourdaine et le nerf brun cathartique. Les impacts connus pour le milieu forestier et acéricole, en fait, il va y avoir une augmentation de la compétition pour les ressources. On peut facilement s'imaginer là que lorsqu'on a un envahissement comme ça, il va y avoir une compétition pour la lumière, pour l'eau, pour les minéraux, qui vont être insuffisantes pour satisfaire aux besoins de toutes les espèces qui sont présentes, autant au niveau des semis d'arbres que des autres espèces ligneuses, arbustives et aussi des espèces herbacées. Donc, on peut observer une augmentation du taux de mortalité de la régénération naturelle, notamment là, de la survie des espèces indigènes, puis une modification de l'habitat par justement là, un changement des communautés végétales, mais aussi un changement des conditions du sol avec un changement au niveau du recyclage de nutriments et une diminution de la litière au sol. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a des pratiques sylvicoles qui sont encouragées. Et ce qu'il faut vraiment se souvenir, là, c'est que la nature a horreur du vide. Puis,
notre meilleur allié, en fait, c'est nos espèces indigènes qu'on veut avoir en abondance là, dans notre boisé. La première étape, évidemment, c'est de reconnaître le nerf brun et le considérer dans la planification de construction de chemin, les coupes d'assainissement, etc. Si on est capable de maîtriser les nerfs bruns en sous-étage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le nerf brun est vraiment favorisé par les conditions de lumière. C'est dans ces conditions-là qu'il va produire la plus grande quantité de graines. Donc, si on est capable de le contrôler en, en dessous du couvert forestier, quand il est le plus exposé à l'ombre, mais ça va vraiment faciliter le contrôle puis limiter la production de graines. Éviter le débroussaillage systématique des arbustes. Puis là, je parle autant des arbustes de nerf brun que des arbustes de nos espèces indigènes. Conserver le couvert forestier en modulant le prélèvement. Réduire au maximum la taille des trouées, surtout dans les endroits où la présence du nerf brun est connue. Favoriser une structure iniquienne, donc avoir un boisé qui a différentes classes d'âge, donc qui a une bonne régénération, une classe intermédiaire, là, puis un couvert forestier bien établi. Favoriser les interventions sylvicoles hivernales et conserver la végétation indigène. Au besoin, vous pouvez procéder à l'enrichissement ou de l'ensemencement. Et puis finalement, nettoyer les outils et la machinerie pour éviter la propagation des graines. Je vais vous montrer ici quelques outils d'arrachage de nerf brun. C'est sûr que la première méthode, la première chose à faire, c'est toujours de reconnaître la plante, de faire une détection active. Mais un coup qu'on l'a identifié sur notre lot, sur la propriété, mais il faut faire quelque chose. Si les plants sont petits, l'arrachage, c'est une des méthodes qui fonctionne le mieux pour arracher le nerf brun, pour contrôler le nerf brun. Évidemment, là, ça prend. On peut pas tout arracher sur un lot boisé, mais si on a des petites colonies puis des petits plants, ben on peut agir en prévention. Ensuite, au niveau de la coupe mécanique, quand je parle de coupe mécanique, on parle évidemment de débroussaillage successif à hauteur de souche. En fait, ça va vraiment permettre de dégager la régénération, mais ça pourra pas éliminer là, de manière efficace le nerf brun. Donc, c'est un contrôle pour permettre à d'autres arbres plantés là, de croître. Donc, vraiment là, de venir dégager les semi-plantés. Euh, pour vous donner une idée, 2 à 3 dégagements par saison pendant 2 ou 3 ans pourraient affaiblir la plante, mais pas permettre de l'éliminer. Donc, ça prend quand même un gros investissement de temps et d'argent. La coupe mécanique à hauteur de poitrine, c'est une méthode expérimentale, donc on n'a pas en ce moment de résultats probants là, pour venir quantifier l'efficacité de cette méthode-là. Pour les plants qui sont plus gros, on peut venir retirer l'écorce en bande de 5 à 10 cm sur toute la circonférence du plant. Ça permet en fait d'éviter de nombreux rejets de souche, puis la mortalité est généralement observable l'année suivante. Évidemment, il peut quand même produire là, une certaine quantité de rejets de souche qu'on pourrait avoir besoin de contrôler par la suite. Ici, en image, là, l'anolage sur des individus de nerf brun cathartique qui a donné quand même des très bons résultats sur notre territoire. Le contrôle chimique par phytocide, c'est une méthode qui nécessite des permis d'application. Donc, si vous voulez aller vers cette méthode-là, assurez-vous de vous renseigner adéquatement. C'est aussi une application qui est contrôlée par le ministère de l'Environnement en milieu humide et hydrique. Et elle doit être faite de manière ciblée, idéalement à l'automne, dans des conditions météorologiques favorables.
Pour vous donner un exemple là, de lutte contre le nerf brun bourdaine, ici effectué par un chercheur de l'Université de Sherbrooke, il a évalué l'efficacité de l'arrachage pour quantifier le temps que ça prend pour l'écosystème de revenir, euh, donc de reprendre le temps zéro, donc le moment où il a procédé à l'arrachage des parcelles. Ils ont débuté ce projet de recherche-là en 2017 et ont fait un suivi en 2022. Et en faisant un arrachage systématique là, en 2017, 6 ans après, ils avaient retrouvé dans la parcelle arrachée les mêmes densités de nerf brun là, qui étaient observées en 2017. Donc, ils ont réussi là, à avoir un gain de 6 ans par cette méthode-là. Mais c'est évidemment une méthode qui est assez énergivore. Donc, ça l'avait pris 48 heures à 3 personnes pour arracher 0,24 hectares de terrain, de naprin. Donc, sur une superficie de 0,24 hectares. Et puis, il faut pas oublier non plus que dans cette situation-là, mais on avait une pression qui venait là, de l'apport de naprin puis de graines, la banque de graines avoisinante là, en dehors de la zone de contrôle. Donc, par où commencer quand on a une situation à contrôler? Évidemment, si on peut y aller par prévention, c'est l'idéal. Donc, de faire du contrôle dans un envahissement qui est récent augmente beaucoup nos chances de réussite, particulièrement si les colonies sont isolées, les plants sont isolés, localisés, et les populations sont satellites là, plutôt qu'une grande population. Également, on peut commencer par les zones où on a un envahissement qui menace un milieu sensible ou à haute valeur écologique, ou encore se baser là, sur l'atteinte de nos objectifs ou ce qui est compromis là, comme usage du boisé. Donc, ça fait le tour là, sur ce que j'avais à vous dire pour les nerfs bruns bourdaines. En fait, j'espère que vous allez avoir l'œil ouvert lors de vos prochaines promenades là, dans votre boisé. Au niveau de la renouée du Japon, je vais passer très brièvement, euh, mais je voulais quand même prendre la peine de le mentionner parce que c'est une espèce qui est redoutable et je pense que s'il y a le plus de personnes sensibilisées là, à la présence de cette espèce-là, le mieux ce sera. C'est l'espèce là qu'on identifie en fait avec la tige creuse verte rouge qu'on compare souvent à du bambou. Ses feuilles sont alternes, entières et non dentées. Et puis, il va y avoir des grappes de fleurs blanches là, qui vont être observables. Une des choses qui est phénoménale avec cette espèce-là, puis en fait, c'est ce qui fait en sorte qu'elle est particulièrement redoutable, c'est le fait que le 2 tiers de sa biomasse soit souterraine. Donc, pour vous montrer une image là, qui provient du vidéo que j'ai mis en source à la page précédente, à la diapo précédente, ça donne un système de racines et de rhizomes qui est assez exceptionnel. Euh, et puis, on a seulement besoin d'un petit fragment de racines ou de rhizome pour pouvoir commencer, débuter une nouvelle colonie. Donc, c'est ce qui fait, en fait, toute la force de reproduction de cette espèce-là, qui on voit principalement là, en ce moment le long des cours d'eau. Donc, une des choses à vraiment faire attention par rapport à la renouée du Japon, c'est d'éviter de contaminer le sol avec des fragments de racines, de rhizomes. Donc, d'essayer là, de ne pas accepter de remplissage de terre ou de pas demander non plus là, de remplissage de terre et de faire attention quand on manipule de la terre à proximité d'une colonie. Au niveau du roseau commun, qu'on appelle aussi phragmite, c'est la grande herbacée qu'on retrouve là sur le bord des grandes routes.
Et puis, c'est cette espèce-là, bien qu'elle s'installe beaucoup et qu'elle se soit vraiment propagée le long des gros axes routiers, pourrait coloniser un boisé. Et puis, en atteignant une densité là, de 200 tiges par mètre carré, ça fait quand même euh, une plante dont on doit se méfier. En fait, cette plante-là va produire des stolons à la surface, donc des petites racines qui vont courir le sol. Et ça va faire une grande plante là, de 1,5 à 2,5 mètres de hauteur. Les fleurs, vous les avez déjà tous remarquées, là, font des panicules, de longs panicules de plumeaux touffus qui vont même persister l'hiver. Puis un des critères d'identification, en fait, là, c'est le ligule translucide qui porte des poils, donc qu'on observe là vraiment à l'aisselle des feuilles. Donc cette petite zone-là là, qui vient comme déborder de la feuille et qui donne une apparence effilochée là, est un bon critère. Des exemples de méthodes de contrôle proposées par le ministère de l'Environnement pour les plants qui sont pas sous l'eau. On peut venir couper là, les racines environ 5 centimètres sous la surface du sol. Et puis pour les tiges là, qui sont vraiment qui sont sous la surface de l'eau, là, de venir vraiment juste couper la tige sous l'eau, ça va être suffisant. On peut également faire du bâchage avec un géotextile ou une géomembrane. Évidemment, il faut faucher a priori parce qu'on veut venir vraiment couvrir l'ensemble de la colonie et il faut le maintenir en place là, au moins 2 ans. Et puis, prévoir une végétalisation de la surface au retrait de la géomembrane. Une dernière espèce que je tenais à vous présenter, l'épine vinette du Japon, c'est ma petite surprise de la fin. En fait, c'est une espèce dont le risque est évalué comme modéré par le ministère de l'Environnement. Euh, En fait, la détection de cette espèce-là est très récente au Québec. Elle a été détectée en Estrie en 2020 et puis en Chaudière-Appalaches en 2025. Et ça, en fait, pourquoi on l'évalue comme modéré, c'est évidemment, on n'a pas beaucoup de plants connus en milieu naturel, mais aussi la progression est pour le moment freinée par les conditions hivernales. Mais c'est une espèce arbustive qui s'installe de manière quand même envahissante dans les boisés aux États-Unis. Donc, c'est une problématique connue dans plusieurs États. Et puis, elle a une boucle de rétroaction avec la faune en augmentant notamment la présence des micro-mammifères, dont la souris à pattes blanches, la souris blanche, pardon, qui est hôte de la tique à pattes noires, qui peut être porteuse là, de la maladie de Lyme. Donc, on voit comme il y a une petite boucle de rétroaction avec les espèces fauniques à ce moment-là. Au niveau des ressources, il y en a une multitude. Le réseau Sentinelle, c'est la ressource du ministère de l'Environnement pour pouvoir consulter les espèces exotiques envahissantes sur le territoire québécois, mais aussi rapporter vos observations. Ensuite, vous pouvez aussi contacter là, le responsable de détection des insectes et maladies. J'ai mis le contact de la personne pour Chaudière-Appalaches, Monsieur Aubé. Vous pouvez me contacter à l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches. Donc, je vais vous faire un plaisir là, de vous orienter vers les bonnes ressources. Et puis, vous pouvez consulter, télécharger gratuitement le guide de gestion du Naprin-Bourdaine pour les propriétaires forestiers et aussi vous diriger là, vers votre conseiller forestier ou toute autre personne là, qui serait habilitée à vous répondre. Pour conclure, pour vous laisser, là, je voulais vous présenter une image là, des espèces des deux nerfs bruns, le nerf brun bourdaine et le nerf brun cathartique, ainsi que la renouée du Japon et le roseau commun dans une carte de distribution qui est tirée de Sentinelle. Donc, pour vous donner un aperçu des endroits où ces plantes-là sont répertoriées.
évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de point à proximité de votre lot boisé ou de votre propriété que vous devez relâcher votre vigilance, là. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître ces espèces-là et les détecter et les contrôler de manière active. Merci pour votre attention. Je vais maintenant prendre des questions. Oui. Oui, je vais Euh, juste... Oui, merci Gabriel. Donc oui, on peut prendre les questions soit par le clavardage ou de vive voix. Fait que je vous invite peut-être à lever la main ou à y aller tout Regardez bien. simplement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, Bon, parfait. Donc, j'ai une question pour vous. Merci beaucoup d'abord, c'est très instructif. Est-ce qu'il y a des côtés positifs à ça? Les fruits, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le nacre? Y a-t-il quelque chose qu'on peut, tu sais, vu qu'on l'a là, dans les jambes, là, Euh, c'est une bonne question. Personnellement, j'ai un peu de misère à avoir des bénéfices à ces non, espèces-là qui sont si nuisibles, ouais, euh, particulièrement de crainte à ce qu'on quelqu'un veuille ensuite les proliférer dans l'environnement ou tu sais, en tirer OK, les bénéfice. cultiver, là, ouais, c'est ça. Ouais, donc il faut faire attention. Euh, sur toute la ligne, ces espèces-là ne devraient pas être mises en valeur et en fait, on a un projet de règlement là, qui s'en vient de la part de notre ministère de l'Environnement pour réduire la culture. C'est sûr que le nard bourdaine fait des fleurs qui sont abondantes pendant toute l'année, toute Oui, la oui. saison de croissance. C'est une plante qui est mellifère, donc elle est quand même appréciée par les abeilles. Il y en a qui vont rechercher là, son bois qui est assez dur pour faire Ouais, c'est ce des... que je me demandais aussi. Je voyais le tronc et la couleur, là, pour ceux qui travaillent le bois, par exemple. Le lilas, le bois violet, là, ça peut être bien joli sur certains. Sauf que ça fait pas des grosses tiges, hein. Fait que Non. donc on a toutes sortes de contraintes quand même reliées à ça. Ouais. Puis au niveau des fruits, ben il faut faire attention à l'ingestion parce que c'est diurétique, là. Donc vous pouvez être malade si vous mangez ces fruits-là, là. Ah, OK. OK. C'est ce que je me demandais, là. C'est ça. Bon, ben, Mais de parfait. manière générale, il faut vraiment pas Non. euh, il faut vraiment éviter de De le propager, là, je suis proliférer. bien d'accord Oui. avec vous. Là. Puis, tu sais, ça va vite à part ça. Là, tu sais, quand on coupe les champs, puis on le voit en bordure des champs, là. Surtout maintenant que je sais que le couper, c'est pas mieux, à moins que tu le fasses trois fois par année pendant, tu sais. Mais je vais aller, je vais me procurer le guide de gestion, là. Ça, c'est, on peut se Oui, procurer je ça. vais tout vous envoyer ça demain, ou en tout cas demain ou jeudi, là, cette Ah, semaine, là, tous les liens qui vont être oui, partagés par les conférences, par ouais, les conférenciers, conférencières aujourd'hui. OK, On va vous parfait. les envoyer là, par courriel. Ça va être plus facile que de vous mettre ça, je pense, dans le chat, là, tout Non, 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 simplement. je comprends très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Hmm. Dans le chat, il y a une question qui est comment contrôler la renouée du Japon? C'est une très bonne question. Comment contrôler la renouée du Japon? Il y a des tests d'excavation qui peuvent être faits. C'est sûr qu'ensuite, il y a toute la gestion du sol contaminé qui doit être réfléchie a priori. Donc, avant d'entamer un projet de contrôle de la renouée, là, je vous dirais de vous renseigner auprès d'une personne habilitée. Il y a aussi eu des tests de bâchage ou de compétition, par exemple avec du saule, puis avec d'autres espèces végétatives. Mais c'est extrêmement difficile parce que cette espèce-là peut survivre avec des petits fragments de racines, là. Donc, même le bâchage doit être maintenu sur le sol pendant longtemps. Doit être accompagné d'une végétalisation au retrait de la géomembrane.
Mais là, quand on met une bâche, mais il faut pas oublier que tous les micro-organismes puis tous les les autres animaux ne peuvent plus utiliser cette quantité de sol-là qui est couverte, là, puis il faut vraiment couvrir plus large que la colonie. Donc, c'est des gros défis là, de contrôler la renouée du Japon. Il y a malheureusement pas de solution magique là, pour cette espèce-là. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en vois pas dans le chat ni dans les mains levées. Vous pouvez ouvrir votre micro puis poser votre question. On pourrait prendre Euh, en compte. pour le nerf brun, le bâchage, est-ce que c'est efficace? Ça pourrait être envisagé. Évidemment, si on a des petites superficies à Oui, contrôler, là, il y en a qui viennent comme recouvrir aux États-Unis une petite capuche, là, les souches pour éviter justement là, ces fameux rejets oui. euh, qui soient produits là. Mais de mettre une géomembrane à grandeur, ça, ça serait pas ma première option de choix, Non. mais je vous dirais Hum, hum. d'aller chercher de l'information peut-être plus spécifique là, pour votre propriété. Parfait, parfait. J'ai j'ai vu Monsieur Lessard qui avait levé sa main. Mais peut-être juste ouvrir votre micro avant pour qu'on puisse vous entendre. Non, je me Non, on ne peut-être. vous entend pas. Monsieur Lessard, attendez, je vais essayer de vous retrouver. Oui, c'est en bas à droite. Excusez-moi, en bas à gauche, vous pouvez cliquer sur le micro. Là, ça marche? Voilà. Oh Oui. oui. Ah, voilà. Moi, mon sujet, c'est pour la fragmite. J'ai deux petits endroits sur mon lot, moi, que j'ai de la fragmite. Et puis, j'avais entendu parler de la couper régulièrement, là, deux, trois fois par année. Et Mhm. puis, en tout cas, à date, moi, ça a l'air à fonctionner. Là, tantôt, la madame a parlé d'aller chercher les racines. Je me demande si j'ai vraiment besoin de me rendre là, parce que moi, je le coupe là, à débroussailleuse, puis je sais pas, je voudrais juste savoir, je me bats-tu pour rien avec ça ou Euh, j'ai de la misère à vous répondre de manière spécifique, là. Ça va dépendre peut-être de la vigueur de la colonie, puis de son ampleur, mais aussi de la fréquence à laquelle vous faites des coupes. Euh, c'est sûr que de faire une fauche répétée euh, du roseau commun va épuiser ses réserves, là. Ça va, il se portera pas bien. Est-ce que ça va éliminer la colonie? Je ne sais pas. en tout cas, je fais l'expérience. On travaille fort là-dessus. Mais c'est Je vous correct de remercie faire beaucoup. des expériences, là, puis si vous êtes capable après ça de nous donner des retours sur comment ça s'est passé, c'est toujours En tout cas, apprécié. mais je la coupe deux, trois fois par année. Tu sais, je le laisse pas venir avec les graines dessus, là. Je les coupe. Tu sais, puis on dirait que la végétation prend le dessus sur eux autres. Bon, En mais tout cas, ça, c'est bon signe en tout cas. je vous remercie. Merci. Je vais laisser Jean-Pierre, puis après ça, Monsieur Gray. J'espère que je prononce bien votre nom. Puis après ça, on va passer à la prochaine conférence. Fait qu'à toi, Jean-Pierre. Parfait. Une petite question, Gabriel. Pourrais-tu nous expliquer dans le cas du nerf brun, sur le contrôle, qu'est-ce qu'on fait avec les plants arrachés ou coupés? Oui, c'est une super bonne question. En fait, la meilleure pratique, les saines pratiques là, dictent qu'on doit laisser les plants arrachés sur place. Puis là, pour deux raisons qui sont quand même assez évidentes. La première, s'il y a des fruits sur les plants, on évite de disséminer les graines des nerfs proches. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet de faire le suivi à la bonne place de notre envahissement. Donc, idéalement, là, on vient se chercher une géolocalisation, puis on revient année après année pendant au moins 3 ans là, pour s'assurer que le contrôle a bien fonctionné. Mais il faut laisser les plants arrachés en place. C'est pas un arbuste qui se met assez facilement là, dans un
un sac de vidange, là. Donc, c'est, c'est pas recommandé, là. Dernière question, je sais que le temps file, mais on va. Dernière question. Donc, pour le napperun du Bourdin, dans ce couvent, a-t-on déjà vu un débroussaillage et un regarni par la suite? Donc, comme je l'ai mentionné peut-être brièvement, là, un seul débroussaillage, même sous couvert, là, ça sera pas suffisant pour contrôler le nerf brun. En fait, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'à la suite au débroussaillage, il va y avoir vraiment euh, une abondance de rejets qui vont être produits. Et puis, l'idéal à ce moment-là, sous couvert forestier, ça serait plutôt de venir faire une méthode plus drastique, là, mais d'arrachage, par exemple, là, ou d'annulage des nerfs bruns. C'est sûr que de faire un regarni, surtout s'il y a eu du chablis ou des branches cassées dans le peuplement forestier, pourrait venir vous donner un bon coup de pouce. En fait, en venant végétaliser les trouées naturelles là, de votre peuplement forestier. J'espère que ça répond bien. Et merci, Gabrielle, pour cette belle présentation et toutes ces belles réponses à toutes ces questions-là. Donc, je vais laisser la place maintenant à Antoine Déric Côté, ingénieur forestier au service de la gestion des ravageurs forestiers et de la direction de la protection des forêts du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Je sais pas expliquer, c'est pas si tôt. Donc, je te laisse la place, Antoine Déric, pour ta présentation, puis les questions, bon, à la fin. Comme, Eh, Bonjour tout le monde, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je suis sûr. Super. Donc, je m'avais bien présenté, Antoine-Déric Côté, ingénieur forestier. Je travaille principalement à ces ravageurs forestiers pour tout le Québec, mais aujourd'hui, on va s'attarder à vos régions, pour le sud du Québec et Chaudière-Appalaches. Euh, En fait, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter 5 grands ravageurs qui peuvent se trouver. Bien entendu, il y en a plus que ça. Ça se trouve que c'est juste des insectes, mais il y a également des pathogènes qui peuvent être ravageurs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Pour chacun d'entre eux, je vais vous présenter la biologie, comment reconnaître les ravageurs, la distribution des épidémies, les effets sur les arbres et les peuplements, et bien sûr, comment réagir si on trouve un de ces ravageurs-là sur son boisé. Je vais commencer avec la livrée des forêts. La livrée des forêts, c'est un défoliateur feuillu, c'est un défoliateur hâtif. Donc, si on a des dommages, on va les retrouver au début de la saison estivale, habituellement au mois de juin. C'est un insecte indigène, donc présent au Québec depuis plusieurs années, puis c'est normal de la retrouver. On peut la trouver dans la terre du Canada et également aux États-Unis. Donc, c'est un insecte qui est assez connu. Euh, on va commencer par comment reconnaître cet insecte-là si jamais on la croise dans son boisé. Si on s'attarde aux larves à gauche, les images à gauche, on peut voir que les points blancs sont assez caractéristiques. En fait, on dirait des trous de serrure d'une porte antique qu'on pourrait dire. Donc, ce pattern-là qu'on voit sur la chenille est très caractéristique. Euh, les petites lignes rouges et bien entendu la couleur bleue de cette larve-là est également caractéristique de l'insecte. Quand on est en population plus épidémique, on retrouve un peu plus de larves dans nos boisés, ben, des amas de larves, comme on peut voir sur la photo du milieu, sur le peuplier, elles sont plutôt communs. Ça, c'est signe qu'on a quand même des bonnes populations de livrées des forêts sur son boisé. Je vous ai mis une photo en dessous que ça ressemble un peu à une boule de laine. Ça, c'est quand ma larve va se transformer en papillon. C'est le stade de chrysalide. Donc, c'est comme le entre-deux stades. Ça va ressembler à ça, plus rare. Et on a également les papillons. Mais à mon avis, c'est un petit peu plus dur d'identifier juste seulement avec le papillon. Une autre caractéristique de cet insecte-là, c'est les bacs d'œufs qu'elle va poser sur les branches des arbres qu'elle a attaqués dans l'année. En fait, à la fin de la saison estivale, à la fin de l'été, nos papillons vont venir déposer des œufs sur les branches. Ça va faire des bagues, comme on peut voir sur la photo du haut. Ça, c'est caractéristique de la présence de cet insecte-là. Euh, on va parler un petit peu de la biologie rapidement de l'insecte. Comme je vous disais, la livrée des forêts va venir poser ses œufs sur les branches de nos arbres affectés. Mais on va passer l'hiver sous ce stade-là. Rendu au début de l'été, c'est un défoliateur hâtif, donc en début
au début juin, nos larves vont émerger, vont aller s'alimenter de notre feuillage. C'est là que la défoliation va être faite. Donc, c'est au mois de juin qu'on va voir des arbres qui peuvent manquer du feuillage, qu'habituellement, ils en ont. Euh, Ensuite de ça, le stade continue. On arrive au mois de juillet, on se transforme en papillon, puis le cycle continue de cette façon. Là, j'arrête pas de dire que ça s'attaque aux feuillus, mais à quel feuillu ça s'attaque? Ben, ça s'attaque principalement aux peupliers. C'est vraiment son hôte de prédilection. Mais ça peut également s'attaquer aux érables. Donc, c'est pour ça que nos érablières peuvent être attaquées par cet insecte-là aussi. On peut la retrouver également sur d'autres feuillus, mais les impacts sont plus négligeables. Pour les dommages de la levée des forêts, ben, je vous le dis depuis tantôt, c'est un défoliateur. Donc, on va s'attendre à une perte de feuillage en début de saison. Mais ça peut également être une nuisance quand on est en période épidémique. Bien entendu, j'ai des milliers de larves qui vont aller s'alimenter des feuilles. Donc, ces milliers de larves-là, quand ils manquent de nourriture, ils tombent en famine, ils vont vouloir aller vers d'autres peuplements forestiers pour s'alimenter. Lorsqu'ils sont en migration comme ça, ils peuvent se retrouver sur des bâtiments, ce qui peut être un peu tannant pour les personnes qui y résident, mais ils peuvent également se ramasser sur les chemins. En 2024, en fait, on est encore en fin d'épidémie de livrée, mais en 2024, on avait des populations plus élevées, surtout en Abitibi-Témiscamingue. On a eu une population de livrée qui s'est ramassée sur un chemin, puis ça a causé un accident parce que la chaussée est devenue trop glissante. Donc, dans ces cas-là, ça peut être une nuisance également. Si on regarde un petit peu la distribution, où est-ce que ça se trouve, cet insecte-là, bien entendu, vu qu'on est pour ceux du Québec chez les Appalaches, on va les retrouver sur votre territoire. Mais on peut voir qu'on retrouve également dans l'ouest de la province, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que dans le domaine dans les domaines, quand je dis domaine, c'est comme les grandes zones de territoire qui sont dominées par le peuplier. On va avoir des cycles épidémiques plus rapides, d'environ 9 ans, que dans les zones dominées par l'érablière, donc le sud du Québec, qui vont être environ 12 ans. Ça s'explique par le fait que les érables, c'est un hôte pas moins apprécié parce qu'elle peut s'y nourrir, mais un peu moins favorable à la livrée des forêts. Donc, le cycle est un petit peu plus long à se faire. Comme je vous disais, on était en épidémie, puis on est probablement encore en fin d'épidémie de la livrée des forêts. C'est une épidémie qui a débuté en 2023. Euh, En 2023, je n'avais pas les superficies, mais en 2024, on a produit un rapport des superficies qu'on a effectué à l'aide de l'imagerie satellitaire avec de nouvelles méthodes. Si les méthodes vous intéressent, le rapport est disponible. Je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est quand même une épidémie qui a affecté de grandes superficies dans l'ouest du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Témiscouata, puis également en Estrie. Je vous ai mis un agrandissement de la carte ici sur les superficies qui avaient été affectées en Estrie en 2024, puis on a un rapport qui devrait sortir bientôt en 2025. Euh, Avant de vous présenter les effets de la livraie des forêts, puis quoi faire si on la retrouve, je vais vous présenter la spongeuse européenne, puisque l'effet et le quoi faire vont être similaires pour ces deux insectes-là. La spongeuse européenne, comme son nom le dit, provient d'Europe. C'est un insecte exotique à la base. Ça a été introduit volontairement au Massachusetts, cet insecte-là. Euh, mais puis ensuite, l'insecte s'est vraiment installé puis a pris beaucoup d'ampleur. Puis on l'a retrouvé au Québec, mais est maintenant considéré naturalisé. Euh, L'insecte est capable de faire son cycle de vie au complet, sauf que quand il tombe en période épidémique, on a des ennemis naturels pour la ramener au stade endémique, ce qui fait que les dommages sont plus limités, on pourrait dire. Bon, pour reconnaître la spongeuse européenne, pas contrairement, mais par rapport à la livrée des forêts, on a une chenille qui est un petit peu plus grosse, qui va atteindre 2 à 4 cm de long. Ses caractéristiques à elle, c'est les points sur le dessus, c'est comme 3 points bleus, ici on dirait qu'ils sont noirs, mais suivis de points rouges. Puis on a également des poils quand même assez longs sur celle-ci. Euh, les prochaines photos, c'est le stade de chrysalide, si vous avez les chances de voir, c'est lorsqu'on se passe du stade de larve à papillon, ça ressemble à ça. Le papillon mâle et le papillon femelle sont différents chez ce ravageur-là. Le papillon mâle va être plus beige, brun, tandis que notre papillon femelle va être blanc. Euh, Ce qui est caractéristique également de l'insecte, c'est les masses d'œufs qu'elle va laisser sur le tronc d'arbre ou encore à plusieurs places, là. Ici, on peut voir que le papillon blanc, le papillon femelle, se trouve sur une de ces masses d'œufs. Puis à droite, les deux photos, c'est des masses d'œufs qui ont été déposées sur des arbres. Ce qui est intéressant de savoir de ça, ces masses d'œufs-là,
l'insecte aime bien les déposer dans des endroits comme bien protégés et un peu fraîches, puis souvent sous des véhicules ou encore sous des roulottes. Tu sais, ça peut être des endroits vraiment intéressants pour elle d'aller déposer. Puis comme la spongeuse, le papillon, ce n'est pas des très grands voleurs, ne feront pas des très grandes superficies en vol. Ben, nous, les humains, on est vraiment un gros mode de dispersion de ces masses d'œufs-là sur le territoire. C'est intéressant à savoir. Euh, le cycle ressemble un peu à celui de la livrée. Comme je vous disais, on a des masses d'œufs à la fin de l'été. Ces masses d'œufs-là vont passer l'hiver. On va se retrouver au printemps, un petit peu plus tôt que la livrée cette fois-ci, mais c'est encore un petit peu le même principe. Nos larves vont émerger, vont aller s'alimenter sur nos feuillus pour ensuite se transformer en papillons et relâcher nos œufs à même la saison pour compléter notre cycle. Euh, Contrairement à la livrée des forêts, c'est vraiment les chênes, principalement le chêne rouge, qui est vraiment convoité par la spongeuse européenne. Encore une fois, nos érables et nos peupliers peuvent être affectés, mais on peut aussi les retrouver sur une panoplie d'autres feuillus et même des conifères, sauf que les dommages sont beaucoup plus rares sur les autres. Les dommages sont plus concentrés sur les trois premiers essences que j'ai parlé, chêne, peuplier, érable. Où est-ce que. Ah, pas où est-ce, mais dommage. Les dommages de la spongeuse européenne, ben, je vais passer vite là-dessus. Ça ressemble vraiment beaucoup à la livrée des forêts. On a une défoliation, sauf que cette fois-ci, c'est des essences qui sont différentes. Et puis, lorsqu'on est en stade épidémique, la quantité de chenilles peut être une nuisance également. Bon. La spongeuse européenne se retrouve un petit peu plus dans le sud du Québec, contrairement à la livrée des forêts, où est-ce qu'on pouvait voir qu'elle était un petit peu partout. On voit, selon la distribution historique sur ma figure en bas à droite, on peut la retrouver un petit peu partout dans le sud du Québec et également en Chaudière-Appalaches, mais que selon ma fréquence des épidémies, sur ma figure en haut, c'est plus le sud du Québec qui va être affecté euh, par par mes épidémies régulièrement que Chaudière-Appalaches. La dernière épidémie de spongiose qu'on a observée date de 2021. Bon, maintenant, je vous ai parlé de l'abri des forêts, je vous ai parlé de la spongieuse. On les combine les deux, puis maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les effets que cette défoliation-là peut avoir sur nos arbres. Si j'ai une défoliation légère, donc moins de 30 de perte de feuillage, on ne s'attend pas vraiment à d'effet sur l'arbre. Si j'ai une défoliation qui est modérée, donc qui se retrouve entre 30 et 50 euh, de notre feuillage total, on peut s'attendre à une perte de feuillage dans l'été, ce qui veut dire que cette défoliation de feuilles-là ne sera pas nécessairement reconduite, donc on va avoir une perte pour tout l'été. Et s'il y a une mortalité qui peut arriver, ben, ça va être dans le cas où est-ce qu'un arbre est vraiment pas vigoureux à la base, puisque c'est une défoliation qui est modérée. Pour la défoliation grave, plus de 50 de notre tout pied au complet, là, il y a une deuxième feuillaison qui est possible. C'est vraiment un mécanisme de défense de nos feuillus. Ils vont utiliser leurs réserves pour les faire. Donc, au mois de juin, on peut avoir un arbre qui est complètement défolié, qui n'a plus une feuille. Puis, on arrive au mois de juillet, puis cet arbre-là ben, va avoir des nouvelles feuilles. C'est sûr que ces nouvelles feuilles-là sont pas aussi belles que les premières, vont être plus frêles, puis un petit peu plus petites, mais au moins notre arbre a une capacité photosynthétique, donc peut survivre. Euh, Lorsqu'on a des défoliations plus graves de livrée ou de spongieuse, puis on ajoute à ça un facteur aggravant, donc soit qu'on a une sécheresse ou des événements climatiques extrêmes, ben, c'est là que la mortalité peut survenir. C'est plutôt rare, je veux vraiment pas être alarmiste, mais si, admettons, des combinaisons, il y a une petite mortalité qui peut survenir des fois, mais encore là, ça va être chez les arbres qui sont pas vraiment vigoureux à la base. J'ai un petit exemple en Outaouais. euh, dans la dernière épidémie de spongieuse qu'on a eue, on a eu des chênaies qui se trouvaient sur des flancs rocheux, donc à drainage un peu excessif, puis avec pas beaucoup de sol. Puis ces chênes-là, ils étaient beaucoup plus vulnérables à l'insecte, puis on a vu une mortalité un petit peu plus élevée qu'ailleurs. Donc, c'était juste pour montrer l'exemple. Euh, les épidémies durent environ 2 à 3 ans. Donc ça aussi, vu que l'épidémie est plutôt courte, ça donne beaucoup de chance aux arbres de reprendre la vigueur par la suite, donc de survivre. Bon. Maintenant, comment on réagit lorsqu'on a un de ces deux insectes-là dans notre boisé? Ben, c'est sûr que la prévention, un petit peu avoir une sylviculture préventive, c'est toujours favorable. Dans le fond, on va viser à augmenter la vigueur de nos érablières, donc effectuer un petit peu les principes du jardinage de base, qu'on pourrait dire. Par ça, je veux dire qu'on veut garder les espèces compagnes, on veut une diversité dans notre peuplement, on veut améliorer notre résilience, on veut
une diversité d'âge, un peu comme Gabriel disait tantôt, des structures nicoïennes, c'est vraiment souhaitable. Puis on veut aussi faire des coupes d'assainissement, donc nos arbres qui sont peu vigoureux ou encore qui ont des signes de maladie, ben c'est sûr qu'on va souhaiter les enlever, tout ça dans le but d'avoir un peuplement qui est plus résilient et plus résistant dans le temps. Maintenant, ça c'est avant l'épidémie, s'il n'y en a pas eu. Maintenant, si on se trouve en phase épidémique puis qu'on a des insectes qui sont activement en train de défolier nos arbres, ben là, on veut vraiment pas faire de traitement sylvicole. Nos arbres sont déjà stressés, sont déjà en train de combattre quelque chose. Si on fait un éclairci, ben, on va rajouter un stress à tout ça. Puis c'est pas souhaitable parce que là, on peut provoquer de la mortalité plus qu'il faut. Il faut également éviter d'entailler nos érables qui ont subi plus de 50% de défoliation. Et l'insecticide biologique peut être utilisé pour la livrée des forêts ou la spongeuse européenne. Par contre, en termes de volume forestier, ce n'est pas une pratique qui est vraiment recommandée puisque la mortalité n'est pas assez grande pour justifier cet arrosage-là. Et bien entendu, si vous voulez faire des traitements sylvicoles sur vos boisés, puis ça va s'appliquer à tous mes ravageurs, ben, il faut consulter un ingénieur forestier qui va vous faire un plan d'aménagement en fonction de votre boisé. Pour les arbres ornementaux, tu sais, c'est des arbres feuillus. Souvent, on peut avoir des essences qui vont être affectées, qui peuvent se retrouver sur notre terrain de notre maison, par exemple, ou encore de notre chalet. Bien, on peut essayer des méthodes vraiment manuelles pour tenter de limiter les dommages esthétiques que la livrée ou encore la spongeuse peut faire. Pour ça, on peut appliquer un ruban ou encore une barrière de jute autour de nos arbres pour tenter de limiter la propagation de nos larves vers le haut du houppier. On peut aussi utiliser le BTK. Le BTK, c'est l'insecticide biologique que je vous parlais. C'est possible de s'en procurer dans des magasins spécialisés. Si on peut asperger le feuillage de ça, c'est possible. Ben, en fait, la larve va se nourrir de des feuilles, puis va ensuite mourir. On peut aussi utiliser de l'eau savonneuse, un jet d'eau pour tenter de déloger les chenilles de nos arbres et tenter de les détruire à la main par la suite, ou encore détruire les masses d'œufs. Comme on peut voir ici sur la photo en haut à gauche, on a quelqu'un qui est en train de gratter une masse d'œufs de spongieuse. Donc, ça peut être une technique utilisée pour tenter de diminuer les dommages pour l'année suivante. Bon. C'est ce que j'avais à vous dire pour la livrée des forêts spongieuses. Pour mon troisième ravageur de la soirée, je vais vous parler de la fameuse tordeuse des bourgeons de l'épinette. Si vous ne la connaissez pas, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est notre insecte au Québec qui fait le plus de dommages dans nos forêts résineuses au niveau socio-économique. Par contre, c'est un insecte indigène. Elle est là depuis vraiment longtemps. Elle a un rôle très important dans la structure de nos forêts. Puis elle a des cycles épidémiques qui sont connus. On a deux épidémies qui sont documentées. Donc, on commence un peu à la connaître, malgré qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. C'est des cycles d'environ 25 à 35 ans que la tordeuse va revenir en stade épidémique, mais sur un même territoire, elle peut rester jusqu'à 15 ans active. Euh, ah, euh, on va retourner à la photo d'avant. J'aimerais ça qu'on regarde le paysage ici, là, avant de vous montrer comment la reconnaître. Là, les paysages en fait, ces massifs de sapins-là, on peut voir, ou encore d'épinettes, qui ont une teinte rouille ou encore rougeâtre. C'est pas mal le signe numéro un qu'on a la présence de tordeuses et des bourgeons de l'épinette sur notre territoire. En ce moment, si on se promène en Gaspésie ou encore au Saguenay, dans le parc des Laurentides, bien, au loin, on va observer cette couleur-là. Puis ça nous dit vraiment que que la forêt qu'elle a est infestée de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Cette couleur-là, en fait, on peut voir dans la photo du bas, l'épinette qui est affectée, c'est vraiment notre pousse annuel qui va prendre cette teinte-là. En fait, ma larve va se nourrir des aiguilles de ma pousse de l'année. Des fois, elle ne les finit pas nécessairement, fait que ces aiguilles-là vont rougir, mais également ma chenille, ma larve, va s'enrouler elle-même dans un fil de soie, puis elle va être prise dans ses propres excréments, ce qui va donner cette couleur caractéristique. Pour la larve, on a ici une larve relativement petite au début de l'été et un petit peu plus grosse, d'environ 1 centimètre à la fin juin. On a une tête noire, un corps brun, puis des petits points perrés, comme on peut voir sur l'image de gauche. Si vous avez la chance de voir le stade chrysalide, ça va ressembler aux photos du milieu. Et finalement, j'ai mon stade papillon qui va habituellement apparaître au début juillet, où est-ce qu'on peut voir des papillons voler autour des sapins ou des épinettes qui ont été affectés l'année courante. Contrairement aux deux insectes que je vous ai présentés précédemment, la tordeuse des bourgeons d'épinette va passer son hiver sous stade larvaire. En fait, ça va être le deuxième. Elle a 6 stades larvaires, puis ça va être vraiment son deuxième stade larvaire auquel elle va hiverner.
Ce deuxième stade larvaire-là est vraiment intéressant et important pour nous parce qu'on a une machine d'extraction à notre bureau, à notre laboratoire, où est-ce qu'il est possible par branche d'évaluer une moyenne de ces larves-là. Puis avec ça, on est capable de prédire environ, prédire l'intensité puis l'épidémie qui va arriver la prochaine saison. Puis c'est également avec ça que la SEPFIM euh, peut planifier ses arrosages pour intervenir au bon territoire. Donc, c'est vraiment un stade important pour nous. En revenant au cycle, lorsque notre tordeuse est autour du stade 2, on passe l'hiver, on hiverne, on arrive au printemps, nos bourgeons de sapin et d'épinette vont éclore. Là, notre stade 2 va sortir de son hivernation, puis elle va monter jusqu'au stade 6, monter en grosseur et s'alimenter de plus en plus, où est-ce qu'on va manger la pousse annuelle. Au début juillet, nos dommages sont finis. On va avoir le stade de chrysalide qui dure quelques temps. On va ensuite être des papillons, déposer nos œufs, et nos œufs vont éclore à même la saison pour ensuite passer au stade 2 et refaire ce cycle-là d'année en année. Malgré son nom, c'est la tordeuse des bourgeons de l'épinette, mais ça reste le sapin baumier qui est le plus affecté par cet insecte-là. C'est lui qu'on va observer le plus de mortalité. Les épinettes sont également touchées, bien entendu, mais souvent ouais, moins fortes. Si on y va en termes de vulnérabilité, l'épinette blanche, épinette de Norvège sont un petit peu plus vulnérables que épinette rouge et épinette noire. Pour les dommages, je l'ai un peu dit, mais on mange la pousse annuelle, donc les dommages vont ressembler aux deux photos qu'on a à gauche annuellement. Mais cumulativement, dans le temps, ça peut provoquer de la mortalité, ce qui va ressembler un petit peu aux forêts que je vous ai mis en bas à droite. La photo que j'ai mis un peu en haut à droite, en fait, c'est au début de l'épidémie sur la côte nord. C'est une photo qui provient de Manic 5. Il y avait eu des populations de papillons absolument énormes cette année-là. Puis là, c'est pas pour dire que ça arrive à chaque année, mais c'est un petit peu un fait intéressant. Euh, Au mois de juillet, lorsque les papillons avaient émergé de leur stade de chrysalide, en fait, on avait eu des camps forestiers avec des lumières en plein milieu du bois qui avaient attiré vraiment des centaines de milliers de papillons. Ça a fait des petites montagnes de papillons, comme on peut voir sur le bâtiment. Puis ils avaient même ramassé au bulldozer tellement qu'il y en avait. Donc, c'est juste pour montrer l'ampleur que ça peut prendre cette épidémie-là au Québec. Bon, maintenant, où est-ce que ça se trouve, cette tordeuse-là? Ben, historiquement, ça se trouve un peu partout. C'est vraiment un insecte qu'on trouve partout au Québec, mais c'est sûr qu'on a des corridors, les sapinières, ou un petit peu au milieu de notre Québec, qui vont être plus favorables à son établissement. Donc, si on regarde pour vous, on voit que le sud du Québec peut être affecté, mais c'est vraiment Chaudière-Appalaches qui va avoir une récurrence d'épidémie plus souvent euh, que le sud du Québec. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le sud du Québec n'aura pas d'épidémie, mais si on en a une, on s'attend à une épidémie moins longue, donc avec potentiellement moins de dommages à long terme. Euh, Comme je vous ai dit, on est en épidémie. À chaque année, notre bureau a le mandat de délimiter les superficies qui sont affectées par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. On produit des rapports de ça. Ça va tout être dans mes liens utiles à la fin, où est-ce qu'on décrit les méthodes puis ce qui est affecté. On a vraiment beaucoup de millions d'hectares d'affectés cette année. Puis on peut voir que ça touche pas mal beaucoup de régions administratives, puis que Chaudière-Appalaches, comme est affecté également. Donc l'épidémie est commencée. La photo que j'ai mis en haut à gauche, c'est en fait, on est capable de quantifier les dommages également avec des outils de télédétection, donc avec les valeurs de satellite. Donc, c'est vraiment pertinent, puis c'est vraiment une nouvelle méthode qui nous permet de bien voir les dommages. Puis tout ça, c'est disponible sur Forêt ouverte puis Données Québec également. Bon. Pour les effets, je l'ai assez répété, c'est notre défoliation annuelle, mais euh, cette défoliation-là, si elle est très grave, ça se peut que notre larve se nourrisse également dans les années antérieures, ce qui va faire une défoliation encore plus grave que d'habitude. Ça vient vraiment menacer notre survie de l'arbre plus rapidement. En fait, c'est cette défoliation répétée-là, lorsque d'année en année, elle diminue notre capacité photosynthétique de notre arbre qui va finir par mourir. Euh, c'est ça. Pour les peuplements, c'est important de comprendre un peu le concept de vulnérabilité versus susceptibilité. La susceptibilité, c'est vraiment les chances que mes peuplements soient affectés par la tordeuse, tandis que la vulnérabilité, c'est plus les chances que mon peuplement meure suite à l'attaque de la tordeuse. Euh, pour les peuplements forestiers, c'est sûr que dès que mes peuplements d'épinettes, mes plantations vont être très susceptibles, mais habituellement beaucoup moins vulnérables qu'un peuplement pur de sapin baumier, par exemple, qui lui va être très vulnérable et susceptible à la fois. Euh,
Pour cette vulnérabilité-là, c'est vraiment, on a trois composantes à ça qui viennent dicter si c'est vulnérable ou pas. On a la composition, plus de sapin, plus vulnérable. On a l'âge du site, plus c'est vieux, plus ça va être vulnérable, plus c'est jeune, moins c'est vulnérable. Et on a la qualité du site. Si on a un drainage qui est excessif, trop rapide, donc vraiment sec, ou encore un drainage qui est très lent, donc trop humide, ben, c'est des qualités de site moins bonnes pour le sapin, par exemple, ou est-ce qu'on va avoir une mortalité souvent plus élevée que dans un site mésique, qu'on pourrait dire normal, ou est-ce qu'il va être un petit peu plus résistant. Bon, maintenant la question, qu'est-ce qu'on fait si on a un peuplement qui peut être affecté par la tordeuse des bourgeons de l'épinette? Encore une fois, on peut commencer préventivement avec nos peuplements. Il y a de la récolte préventive pour diminuer nos classes de vulnérabilité, diminuer notre proportion de peuplement vulnérable sur notre territoire. Donc, c'est sûr que si on a des gros massifs de sapins matures avant l'épidémie, ben, si on souhaite les récolter, c'est sûr que c'est un bon moment pour le faire. Euh, la modulation des traitements d'éducation, c'est possible de faire de l'éclaircie précommerciale avant que l'épidémie arrive, mais il faut vraiment le faire plusieurs années avant pour être sûr que notre peuplement s'est remis de ce stress-là, puis qu'il n'est pas vulnérable à court terme, parce qu'on l'a vu, on a des exemples à Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a eu des éclaircies précommerciales qui ont été faites vraiment à court terme, proche de l'épidémie, parce qu'on ne savait pas que l'épidémie allait commencer. Puis ces éclaircies-là, ben, ils ont connu des gros taux de mortalité. Donc, ça aurait été mieux à ce moment-là de ne pas en faire. On peut aussi faire des éclaircies commerciales pour essayer d'améliorer notre vigueur. Mais ça, c'est vraiment avant l'épidémie. Si on est en épidémie, on ne veut pas faire ces éclaircies-là, on ne veut pas stresser davantage nos peuplements. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment faire des coupes de récupération si on a une mortalité qu'on voit qui est installée puis qu'on voulait récolter des peuplements. Mais c'est également possible de faire de l'arrosage. L'arrosage, je vous disais, c'est le même agent, c'est le BTK encore qu'on utilise. Puis il y a un programme offert par le ministère pour la petite forêt privée. Par contre, il y a des critères à ça. C'est obligatoirement fait par la SOPIM. Puis il faut être producteur forestier. Ça a également ses critères fixes. Ça nous prend une largeur de territoire de minimalement 80 mètres. On doit avoir bien entendu des essences vulnérables. On veut protéger des essences qui peuvent mourir. On ne protégera pas bien entendu des essences qui ne peuvent pas mourir. Et le peuplement doit être âgé entre 21 et 60 ans. Donc ça, c'est disponible sur le site de la SOPFIM, c'est disponible sur le site du MRNF également, si jamais ça vous parle. Bon, c'est ce que j'avais à vous dire pour la toreuse des bourgeons de l'épinette. Pour mon quatrième ravageur de la soirée, je vais vous présenter le charançon du pain blanc. Le charançon du pain blanc, c'est pas vraiment un insecte à caractère épidémique. On en retrouve, il est pas mal très implanté au Québec, mais jamais on va avoir des grosses populations qui vont faire beaucoup, beaucoup de dommages. C'est plus un insecte qu'on va observer en plantation, puis c'est là que les dommages vont être faits. Il est présent un petit peu partout également, proche de notre province. Euh, on va revenir à la photo à Pierre-Luc. Ça, c'est vraiment caractéristique de la présence du charançon du pain blanc. C'est le flétrissement de notre tige supérieure qui va, qui va être fait. Donc, si on peut, la tige terminale, excusez, supérieure, de notre tige supérieure, ouais, de notre tige terminale qui va flétrir. Puis, au cours de l'été, cette tige terminale-là va rougir, qui va être notre signe caractéristique de dommage de charançon de pain blanc. Si on est observateur, il est vraiment possible, mais c'est vraiment petit, de voir les œufs ou encore les larves s'alimenter du tissu vasculaire de ces tiges-là. Et l'insecte va ressembler aux photos qu'on a au milieu si jamais vous avez la chance de l'observer. Mais à mon avis, le dommage est suffisant pour comprendre qu'on a la présence de charançon sur son boisé. Le charançon du pain blanc, lui, va passer l'hiver sous le stade adulte, dans la litière des arbres. C'est vraiment au printemps, lorsque les températures puis le soleil va être chaud, qui va monter sur notre tige pour aller déposer ses œufs. C'est vraiment les larves qui vont venir amener notre tige terminale. Puis c'est là qu'on va observer notre dégât caractéristique pour ensuite compléter le cycle. Encore une fois, on dit charançon du pain blanc, mais c'est l'épinette de Norvège, notre hôte le plus susceptible d'avoir des dommages, mais le pain blanc l'est aussi également. On peut retrouver l'insecte sur beaucoup de résineux, mais c'est sur le pain blanc et l'épinette de Norvège qu'on va retrouver principalement les dommages. Euh, je vous ai montré le dégât caractéristique. À long terme, qu'est-ce que ça peut faire, ce charançon-là? Ben, c'est vraiment des défauts mécaniques. On peut avoir plusieurs têtes, plusieurs coudes, ce qui n'est vraiment pas souhaitable avec du bois issu de plantation. Euh,
Comme je disais, il n'y a pas vraiment d'épidémie de charançon du pain blanc. Par contre, on en trouve vraiment partout, comme on peut voir dans le quart du haut, dans la zone d'abondance. Plus c'est rouge, plus on a tendance à retrouver fortement la présence de charançon dans les plantations, ce qui veut dire que le sud du Québec et Chaudière-Appalaches sont très susceptibles d'en avoir. Bon. Les effets que ça nous fait notre dommage pas annuel, ben oui, c'est annuel. Ça nous fait notre dommage annuel, on se souvient. On a le flétrissement de notre tige terminale. Ça ne menace pas vraiment la survie de l'arbre, contrairement aux autres ravageurs que je vous ai montrés. Par exemple, on a une diminution de notre qualité de bois et c'est des dommages esthétiques. Et ça, au niveau de la plantation, ben, on a une perte en volume, ce qui veut dire qu'on peut avoir des pertes financières au long terme. Il est intéressant de noter aussi que l'épinette de Norvège est plus résiliente à long terme que notre pain blanc. Donc, ces défauts mécaniques-là peuvent être un petit peu effacés dans le temps plus que chez le pain blanc. Ce qu'on peut faire pour ce charançon du pain blanc-là, c'est sûr que pour les plantations, le choix de site, un choix de site idéal pour les essences qu'on souhaite planter, c'est toujours favorable. Par contre, des fois, on le choisit, on est pris avec une plantation qui est déjà faite. Mais dans ce cas-là, il est possible de faire des traitements sylvicoles pour tenter de diminuer la présence de charançon. En fait, ça va souvent se résumer à avoir moins d'ensoleillement, donc moins de chaleur pour limiter l'activité du charançon. Puis pour ça, on peut faire un reboisement sous couvert, soit avec des pins matures, ou est-ce qu'on pourrait reboiser des pins en dessous, ou encore avoir des feuillus, où est-ce qu'on reboiserait du pain en dessous. Ou finalement, faire du reboisement dans nos coupes par bande. Donc, effectuer une coupe par bande, puis dans les bandes, faire du reboisement de pin. Donc, on pourrait s'attendre à avoir un petit peu moins de charançon dans ces scénarios-là. La qualité du reboisement est importante. Plus nos arbres vont être reboisés correctement, le moins ils vont être vulnérables aux charançons. Pour les mesures de lutte, dans le fond, il y a vraiment une méthode qui marche très bien. Je sais qu'il y a une page de l'Association forestière du Sud qui montre la méthode quand même bien détaillée. Si jamais vous voulez voir les photos. Mais en fait, ça, elle se résume à faire une taille phytosanitaire, donc enlever la tige terminale qui est flétrie puis qui est rouge, puis la détruire avant que le stade d'adulte émerge. Donc, idéalement, la détruire avant le mois d'août, puis on peut la brûler pour être sûr que les charançons ne puissent pas se propager. Puis ensuite de ça, on va faire une taille de formation qui va être complémentaire à cette taille-là. Puis en fait, ça va être le but, c'est de garder une branche latérale, seulement une branche qui va devenir notre tige terminale et éviter qu'on ait plusieurs têtes sur nos plants. Fait que ça, c'est vraiment une méthode qui est approuvée. Ça fait longtemps que le charançon est là, puis c'est beaucoup utilisé. Je voulais finir ma présentation en vous parlant en fait, en vous comparant deux espèces exotiques. Parler de la grille du frêne rapidement et du longicorne brun de l'épinette. La grille du frêne, si vous ne la connaissez pas, c'est un insecte exotique envahissante qui provient d'Asie. On n'a pas d'ennemi naturel au Québec pour la contrôler. Donc, elle se propage chez pas mal tous nos frênes et cause de la mortalité à grande échelle. Ça a un impact sur la biodiversité et écologique vraiment important. Pour la reconnaître, l'adulte a une couleur vert métallique, comme on peut voir ici. Mais si on voit des frênes morts en ville ou encore sur le bord de la route, ben, il y a des bonnes chances que celui-ci a été tué par la grille du frêne. Sa caractéristique numéro un, c'est vraiment les galeries en forme de zigzag qu'on peut voir sous l'écorce du frêne. Le longicorne brun de l'épinette, lui, provient d'Europe. Il a été trouvé en Nouvelle-Écosse pour une première fois au Canada, puis il a surtout attaqué des plantations où est-ce que les arbres étaient déjà affaiblis. Puis il a été déclaré établi au Québec par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, en 2024. Donc, c'est très nouveau comme apparition au Québec. Puis ça va principalement s'attaquer aux épinettes. Les effets que ont ces deux espèces exotiques-là, en fait, la grille du frêne, les larves vont se nourrir du tissu vasculaire de l'arbre, ce qui va finir par anneler nos frênes et causer une mortalité, puisqu'on aurait pu monter de sève. Euh, Puis pour ça, on n'a vraiment pas beaucoup de moyens de le prévenir. Puis on n'a pas beaucoup de moyens de savoir où est rendue la grille du frein avant qu'il soit trop tard. Donc on est comme pris avec deux prises en partant. Puis en plus de ça, ben, on n'a rien pour réguler les populations. Donc ces effets-là sont faits à très grande échelle. Pour le longicorne brun de l'épinette, de l'autre côté, ben, lui va créer une cime clairsemée chez les autres qui attaquent, chez les épinettes qui sont déjà affaiblies. Puis les dommages dans les plantations observées, pour l'instant, sont assez limités. Donc, on peut voir qu'on a un petit peu un opposé de scénario. La grille du frêne est un petit peu
un des pires scénarios qu'on peut voir pour une espèce exotique envahissante. On ne peut pas la contrôler. Il y a pas, il y a des traitements possibles, mais ils coûtent une fortune. Tu sais, il faut vraiment, si on décide d'aller dans cette avenue-là, il faut vraiment traiter les arbres très souvent, trop souvent, à mon avis, pour que ça vaille la peine euh, économiquement. Puis comme je vous disais, c'est vraiment difficile de savoir où est l'insecte avant qu'il soit trop tard. Donc, tu sais, on n'a pas vraiment moyen d'agir à part d'appliquer de la prévention, qui est pour les insectes exotiques, en fait, vraiment la meilleure solution à adopter versus nos insectes indigènes qu'on sait qui sont présents puis qui sont régulés naturellement au fil du temps. Donc, pour ça, il faut vraiment appliquer les restrictions qui sont mises en place par la CIA. Donc, s'ils nous disent de ne pas déplacer du bois de chauffage, par exemple, d'une région à une autre, il faut vraiment les écouter parce que si nos frênes chez nous sont morts, on ne veut pas nécessairement qu'ils soient morts chez nos régions voisines. Euh, pour la LBA, pour l'instant, c'est assez limité, mais bien entendu, c'est une espèce exotique quand même. On veut pas, même si les effets sont moins grands que ce qu'on aurait pu penser au début de son établissement, on veut quand même pas qu'il se propage. Donc, pour l'instant, c'est la destruction des arbres qui serait affectée, qui serait recommandée pour ça. Euh, je vais conclure ma présentation juste en vous parlant des demandes du public qu'on fait à la Direction de la protection des forêts. En fait, c'est un service aux citoyens qu'on offre si jamais vous pensez avoir un ravageur forestier dans vos boisés. Vous pouvez prendre des photos ou même si vous êtes capable de capturer l'insecte, vous pouvez nous l'envoyer par la poste sur cette page web-là. En fait, tout est décrit comment faire. Nous autres, on a un laboratoire de diagnostic, puis on a également des techniciens en région si jamais on pense que, un peu comme Thomas ou B, comme Gabriel présentait, qui peuvent aller vous visiter si on pense que la problématique est quand même de grande envergure. Donc, je tenais à vous le présenter avant de conclure ma présentation. Puis ici, je vous laisse dans la présentation. Je pense qu'elle va être disponible pour vous plusieurs liens utiles de ce que je vous ai parlé aujourd'hui pour bah, qui sont faits au MRNF finalement. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Merci, Antoine Déric, c'était très intéressant. Donc, beaucoup d'informations. Tous les liens, là, comme je le mentionnais tantôt, là, on va vous les partager par courriel là, cette semaine. Donc, ça serait le moment des questions. C'est le temps d'écrire votre question, soit dans la section clavardage, ou de lever la main, ou d'ouvrir votre micro. Tout était clair. Mais ce que je peux dire en attendant, c'est que peu importe si vous êtes si vous observez une espèce exotique envahissante, que ce soit floristique ou insecte ou autre, que vous n'êtes pas sûr, mais sachez qu'il y a des conseillers forestiers qui sont là pour vous aider. Il y en a partout au Québec. On a un répertoire, nous, sur le site de l'association, mais le site de l'Ordre des ingénieurs forestiers aussi, là, vous avez un répertoire là, des conseillers forestiers. Donc, vous pouvez faire appel à leur service là, pour vous guider là-dedans. Donc, les agences aussi, vous êtes là. L'agence, dans chaque région, là, aussi, il y a des agences forestières, le ministère et tout ça. Donc, on est là pour vous aider. J'aurais peut-être une question, Amélie, Oui. pour Antoine Déric. Au niveau de la grille, tu as plusieurs municipalités là, qui avertissent, mais en tant que forestier, est-ce qu'on doit favoriser de couper le frein en tant que tel ou si on attend qu'il y ait une recommandation des municipalités ou quand on Vous fait une parlez coupe du spot boisé. d'éclaircie, de favoriser d'enlever le frein, entre autres, là? Oui, là, c'est sûr que si vos freins sont morts, ils sont, idéalement, on veut pas les garder sur pied. Là. Ça peut également être dangereux si c'est en Avant. milieu urbain. Là. OK, avant. C'est sûr que si, mettons, la grille n'est pas encore déclarée, établie sur votre territoire, moi j'attendrais. Je pense pas que préventivement, ça vaut vraiment la peine. Euh, de toute façon, à mon avis, même si elle arrive, tu sais, On n'aura pas le choix. elle va être là. Fait que t'es rendu là. Si vous voulez le faire préventivement puis que ça fait bien pour vous, je pense que vous pouvez l'effectuer, là. Mais je pense pas qu'il y a de gros gains à le faire d'avance, là. OK. Merci. Je laisserai la place à Monsieur Paul qui a levé la main. Ok, merci beaucoup. Déjà, Antoine, merci beaucoup. Une très belle présentation. Dans le fond, moi, je suis candidat à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
et j'ai eu à faire un cours sur les ravageurs et j'ai beaucoup appris de la présentation, mais lorsque je t'écoutais, j'ai suivi en fait une information qui était nouvelle pour moi concernant la livrée des forêts. Et tu disais tantôt que l'épidémie tire progressivement à sa fin. Bon, l'épidémie de la livrée, tu as mentionné cela. Mais moi, je voulais savoir un peu, est-ce qu'il y a une méthode qui a été mise en place pour provoquer cette réduction de l'épidémie ou bien c'est un phénomène naturel qui a poussé vers ça, en fait? C'est ça Oui, ma c'est vraiment une régulation des ennemis naturels. En fait, on a une augmentation vraiment considérable des mouches sarcophages, là, des mouches à chevreuil en épidémie de livrer des forêts, à la fin de l'épidémie des forêts. Là. C'est un de ces ravageurs, un de ses ennemis naturels principaux. Mais tu sais, ça se fait naturellement là, aux 2-3 ans. En 2-3 ans, tu sais, nos populations vont vraiment s'effondrer pour retourner au niveau endémique. Bon. Et à ce niveau, vu que ça se fait de façon naturelle, est-ce que réellement est-ce que ça vaut la peine en fait de se pencher là-dessus, d'investir dans les moyens pour ça, pour lutter contre cette maladie, vu que c'est un phénomène naturel et puis on sait que la progression va aller vers la baisse plutôt. Euh, ben oui, je pense que ça vaut quand même la peine d'y aller en prévention. C'est sûr que les moyens de lutte directs, il y en a un peu moins. Mais quand même, tu sais, si on a des peuplements plus vigoureux à la base, puis on fait attention, ben, on a un risque même si la mortalité est plus faible, tu sais, chez les insectes-là, par exemple, que sur la tordeuse et bourgeon de l'épinette, ben, on diminue quand même beaucoup nos risques par rapport à ça, là. Fait que je pense que ça vaut la peine, oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée, de micro ouvert. Je vais en prendre une, Amélie. Parfait. Merci, Antoine Déric, ta présentation. Encore sur la livrée, depuis en 2024, là, tu l'as mentionné, il y a eu des épidémies un peu plus sévères, entre autres dans des secteurs où il y a de l'érable à sucre, des érablières dans notre territoire qui a été affecté. On a quand même eu pas mal d'appels là-dessus. Je me demandais, est-ce que on observe un petit peu plus d'attaques de livrées dans des érablières dans les dernières années? Est-ce qu'il y a une tendance qui s'observe ou il me semble qu'on n'entendait pas beaucoup parler de ça avant? Puis là, on voit des cas vraiment sévères des érablières très défoliées là, à cause de l'attaque de cette bébite. Je ne pourrais pas vraiment pas parler pour le passé. Hum, Euh, Par contre, tu sais, c'est vraiment un autre que la livrée des forêts peut s'alimenter. Fait que tu sais, c'est un petit peu normal qu'on peut en retrouver. C'est sûr quand, mettons, si on y va en contexte de changement climatique, notre livrée des forêts pourrait avoir tendance comme hum, à peut-être à vouloir s'attaquer un peu plus haut, mais tu sais, je pense pas que la fréquence des épidémies va changer en tant que telle sur le court terme, disons. hum. Parce qu'on voit aussi que c'est très localisé. C'est des érablières, mettons une dizaine d'hectares, là, c'est il y a une forte défoliation. Et après ça, le voisin, il est épargné. Il y a ça aussi, on a toutes des explications pourquoi ça tombe à un endroit spécifique. Hmm. Je pense, à part vous dire que c'était probablement un foyer d'épidémie, c'est un peu une Ouais. réponse plate, là, mais tu sais, c'est un petit Hmm. peu comme la tordeuse. On a des places où est-ce qu'on va avoir une population qui va augmenter de façon exponentielle rapidement. Hmm. Et c'est difficile à expliquer, mais ça arrive. Puis ils ont été malchanceux dans tout ça, probablement, là. Hmm. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je vais conclure en vous remerciant, Gabriel et Antoine Déric, là, pour ces belles présentations ce soir avec beaucoup d'informations, beaucoup de liens aussi que je vais vous envoyer cette semaine. Euh, pendant que je, pendant que je pense, pour ceux qui ont besoin d'une attestation de participation, je vous invite à m'écrire à mon courriel amélie.normand@afsq.org. Vous pouvez retrouver mon courriel sur le site web aussi. Voilà, je vous invite à continuer à suivre nos infolettes, nos médias sociaux là, pour connaître nos prochains événements, notre colloque annuel et nos prochaines webconférences, nos visites terrain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous tous.